Bonsoir à tout le monde. Alors, une nouvelle rencontre avec un chercheur, un enseignant-chercheur. Cette fois, c'est un enseignant-chercheur qui appartient à l'université d'Alger 2, en Algérie. Donc, nous avons aujourd'hui l'opportunité de dialoguer avec un expert, on peut dire, en linguistique, et quelqu'un qui connaît bien la langue arabe, mais qui va quand même s'exprimer dans la langue de Voltaire. Et puis, ça va être peut-être ça va nous permettre aussi de sortir un peu de la langue et de voir un peu la langue arabe de l'extérieur. Je ne sais pas si on peut se permettre ce langage. Donc l'Azhari Rihani, qui va nous parler ce soir du vocabulaire de l'être dans la pensée philosophique arabe. Et bien sûr, cette nouvelle rencontre avec l'Azhari Rehani s'effectue dans le cadre des rencontres de la revue Al-Mukhatabat, que je vous montre encore une fois un peu un petit exemplaire. Donc, c'est un peu flouté, je crois, la couverture, mais c'est pas grave. Oui, oui, oui. Mais Oui, et bravo pour ce que tu fais, Hamdi. merci. Voilà, je vais lui donner la parole pendant, comme d'habitude, pendant 45 minutes, pendant 60 minutes. Sois à l'aise, Rihani, prends ton temps, va jusqu'au bout dans ta réflexion, dans ton speech, et puis on aura un peu le temps tout à l'heure hein, d'élocuter avec toi. L'expression, je l'emprunte à Dumancel qui m'a posé la question un petit peu sur le sens du mot mukhatabet ou mukhataba. Alors, on a trouvé, on était d'accord d'appeler ça d'élocuter ou allocution, ou quelque chose, acte de discours, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est toujours il y a il y a un langage, mais qui est toujours en marche, qui met en perspective un peu la réflexion et la pensée, notamment dans son versant critique et innovateur, etc. Donc, je te donne la parole, Lazhari Rehani, et rendez-vous tout à l'heure, donc après votre conférence. Bon, merci Hamdi. Bonsoir tout le monde. Euh, 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 je vous propose ce soir de vous parler du vocabulaire de l'être. Et l'être, c'est toujours lié, bon, c'est toujours, bien sûr, c'est lié à l'ontologie, mais c'est lié aussi à l'expression linguistique avec laquelle dans la logique d'Aristote, on associe deux termes qui sont le sujet et le prédicat. Sauf que euh, dans dans le livre où Aristote traite des syllogismes, et il n'y a pas de forme de syllogisme euh, de la forme A et B, A, E, S, T, B. On trouve généralement deux formes majeures qui sont B est dit de A ou B appartient à A. Et on trouve, bon, il y a une explication selon laquelle qu'on doit cette formule de A et B à un philosophe un peu plus tardif qui est Sextus Empiricus. Bon. Maintenant, si on parcourt le livre d'Aristote, le Père Herménias, en latin, euh, le Interpretation, l'ouvrage dans lequel Aristote expose sa théorie de la proposition, on constate qu'il utilise des énoncés de type A et B. A, E, S, T, B. Alors, pourquoi le verbe être apparaît dans le Père Herménias et non pas dans les analytiques? Bon, euh, Lukács nous fournit une réponse par rapport à l'absence du verbe être dans les analytiques. Mais, euh, mais on doit à un philosophe français
qui est Pierre Aubenc. Il est du Midi, donc on prononce Aubenc. Dans une perspective vraiment nouvelle, c'est un texte magnifique que j'ai lu, bah, ça fait très longtemps, sur lequel j'ai travaillé longuement. Il entreprend d'expliquer l'apparition du verbe être dans le Péri Herménias. Donc, euh, Obek propose, euh, à travers une approche phénoménologique et herméneutique, l'ontologie, la formation de l'ontologie chez Quine, par exemple, chez Aristote. Ah, je On donne parle, le titre du livre, c'est Le problème de l'être chez Aristote. Ça, c'était sa thèse de doctorat, mais il a publié un article sur le Père Herménias en, attendez, en 91. Je peux te l'envoyer, Hamdi, Oui, oui, d'accord. qui est magnifique. Donc, cette lecture très originale de ce livre euh, euh, part euh, d'une d'une lecture selon laquelle Aristote a construit une ontologie à partir d'une interprétation spécifique du langage, en mobilisant, dans la lecture de Pierre Robin, en mobilisant deux principes coiniens. Le premier affirme que le référent n'est pas index sui, mais donc autrement dit, la réalité ne se donne pas à connaître directement et intuitivement. La relation au réel requiert une médiation interprétative, c'est-à-dire qu'elle doit être transposée dans un contexte où la théorie implicite euh, du locuteur est nécessairement celle de l'auditeur. Deuxième principe concerne l'engagement ontologique, inhérent à toute théorie et à tout système référentiel. Il implique la pluralité des ontologies possibles ou alternatives, non seulement dans, euh, euh, non seulement en fonction de la diversité des langues, mais aussi dans la même langue. Ça veut dire que une langue peut avoir plusieurs ontologies. On peut résumer la lecture de Monk euh, comme suit. Donc, le livre d'Aristote, le Père Herménias, ne s'intéresse pas à l'étude des formes et des lois de la pensée, qui est un objet, qui est l'objet du traité euh, de l'âme, mais à l'étude des formes et des lois de l'expression de la pensée. Cela signifie que les lois de la pensée et celles de l'expression de la pensée ne sont pas identiques. Ok. Donc, à quel type d'expression ce livre s'intéresse-t-il? Aristote répond, il s'agit d'un seul type d'expression, c'est le discours propositionnel, le logos apophontikos. Seul discours susceptible d'être jugé vrai ou faux. Donc, euh, et seul discours pouvant être affirmatif ou négatif, et donc susceptible dans une certaine mesure d'être comparé à la réalité. Aristote distingue deux composantes du discours, dans les discours propositionnels. Donc, on a le nom, onoma, et on a le verbe, rhéma. Bon, le verbe ne veut pas dire euh, nécessairement le verbe avec un temps. Alors, tous deux signifient par eux-mêmes et fixent la pensée dans un contenu noétique et eidetique déterminé. Les verbes sont considérés comme des noms, mais avec une différence. Ils comportent une sursignification euh, en grec prosemainein, donc une sursignification temporelle. Par cette sursignification, le verbe affirme l'appartenance présente
au passé, au futur, d'un prédicat à un sujet. Ainsi, la phrase Oyaile, qui veut dire est en bonne santé, diffère du mot Oyaya, qui veut dire santé. En ce qu'elle ajoute la signification, cela se produit maintenant. Être en bonne santé, c'est que cela se produit maintenant. Être. Aristote utilise dans l'expression prosemainein, tunin oparkein, le verbe oparkein au sens de exister ou être le cas maintenant. Ce qui signifie, avec une préposition, il signifie appartenir à. Donc, la préposition indique le sujet auquel tel ou tel prédicat appartient. Cet usage du verbe operkein se retrouve dans les analytiques, où les propositions du syllogisme sont formulées. B appartient à A, donc B operkei A, et non A et B. Le verbe porte aussi la notion de sujet, puisque le terme opercanta, appartenance, qui veut dire appartenance, est défini comme ce qui est dit du sujet. Kat et pokeimenu. Autrement dit, les prédicats. Donc, la sursignification temporelle du verbe implique deux fonctions. Donc, la fonction copulative, donc c'est une fonction de liaison de sujet au prédicat, et la fonction existentielle. Donc, c'est la fonction d'affirmation de l'existence confirmée par l'usage du verbe einai. On en déduit que dans la conception aristotélicienne, le verbe exerce trois fonctions. La fonction temporelle, la fonction synthétique et la fonction thétique. Ça veut dire existentielle. Or, tout énoncé suppose deux termes. L'un est le prédicat exprimé par le verbe, l'autre est le sujet exprimé par le nom. Les fonctions du nom et du verbe trouvent leur achèvement dans le logos, et plus précisément dans le logos apophantikos. Ainsi, l'analyse aristotélicienne ajoute à Platon, qui concevait le logos comme euh, euh, un entrelacement bloqué, un entrelacement de noms et de verbes. Donc, c'est une ontologie qui ne fait pas appel au verbe être. Donc, deux éléments nouveaux et décisifs, donc apportés par Aristote pour l'émergence d'une ontologie, le temps et l'apparition inhérente du verbe être. Donc, chez Aristote, ce verbe indique trois choses: l'existence posée par le discours propositionnel, la synthèse, c'est-à-dire la fonction de liaison entre les deux termes, et le temps présent. Si les verbes comportent une sursignification temporelle, le verbe einai est dépourvu de sens lexical propre. Vous savez que le verbe être, einai, n'a pas de sens lexical, donc certains le considèrent comme un verbe vide. Alors, donc, il signifie rien par lui-même, mais indique seulement la présence en intégrant les fonctions existentielles et copulatives. Donc, n'ayant pas de sens particulier, il devient substitut de tous les autres verbes, assumant à la fois leurs trois significations, en plus de sa valeur temporelle. Aubec remarque que le verbe airai, dans les écrits de Parménide et de Platon, désigne la présence continue et permanente, par opposition à toute forme de devenir. L'universalité de cette fonction substitutive du verbe être implique une décision ontologique majeure. Aristote, dans une étape supplémentaire vers la domination universelle de l'être, décide, non pas pour des raisons logiques,
mais pour des nécessités herméneutiques, de transformer toute proposition verbale en proposition prédicative, en y introduisant le verbe être comme copule explicite. Ainsi, une phrase comme, d'ailleurs, c'est la même phrase utilisée par Aristote, au lieu de dire je me promène, cette phrase devient je suis me promenant. Alors, ce transfert du verbe être relève d'une décision interprétative du langage. Donc, en introduisant être comme opérateur de synthèse explicite, alors que euh, même Aristote, il dit que tout verbe peut remplir cette fonction. Alors, Aristote déplace le poids de la proposition vers le sujet. Et comme le verbe être est faible de signification, il ne peut porter le poids d'énoncé, qui se reporte alors sur le sujet, reconnu comme ossia, substance. Parallèlement, l'attribut exprimé par le verbe recule pour devenir prédicat, c'est-à-dire accident du sujet et donc de la substance. Et puis, en fin de l'article, Hobeck ou Aubank conclut: nous assistons avec Aristote à une déverbalisation de la phrase au profit du seul verbe être, qui opère une substantivation de notre expérience du monde. Cette décision ontologique a permis d'organiser cette expérience autour de noyaux de stabilité et de classifier de manière systématique des manifestations substantielles de l'être autour de la substance. Voilà, ça, c'est la première partie. D'accord. Alors, vers le 5e siècle de notre ère, euh, en Turquie, au Liban, en Syrie, euh, les Syriaques ont essayé de traduire le corpus aristotélicien, du moins une grande partie. Mais il faut noter que 2 siècles avant, ça veut dire au 3e siècle, le verbe être allait poser problème déjà dans les textes religieux. En voulant traduire le Nouveau Testament, donc ils se sont confrontés à comment une langue, qui est le syriaque, qui ne connaît pas de verbe être, parce que c'est une langue sémitique, comment aller faire pour exprimer l'être. Le verbe être, là je l'ai noté, euh, le verbe einai, il figure dans le Nouveau Testament, il apparaît 126 fois. Et au présent, ça veut dire eimi, se répète 1510 fois. Donc, déjà, le problème était posé. Et, et la solution qui a été approuvée, c'est à la fois dans les textes religieux, mais aussi dans les textes philosophiques, c'est de faire appel à la langue syriaque et de choisir 2 termes. Donc, choisir un verbe qui est itaï et aussi un pronom personnel qui est le verbe qui est il. Donc, en syriaque, on dit hu. Et hu, c'est huwa en arabe, d'accord? Et itaï, donc, il a une forme abrégée aussi, qui est ith. Et ith, c'est is.
c'est Ace. Et l'arabe ne connaît if dans sa forme négative, qui est laysa, qui est laysa. OK. Donc, dans les textes syriaques, on trouve que euh, la copule est exprimée dans le même ordre que le grec, soit en utilisant itai ou hu. Maintenant, il convient de rappeler, en premier lieu, que dans l'histoire de la logique arabe, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure, Hamdi et moi, que le rôle décisif dans la formation du lexique technique de la logique a été joué beaucoup plus par les traducteurs que par les logiciens eux-mêmes. Et ce qu'il faut observer d'emblée, c'est la présence de plusieurs termes pour un même concept. À ce sujet, Henri Hugues Laroche, le célèbre syracisant, euh, avec qui euh, j'ai fait plein de recherches, propose l'explication suivante. La multiplicité ou la diversité des traductions arabes d'un même mot grec, comme c'était le cas dans les premières traductions arabes, n'était pas le signe d'un manque de maturité de la logique arabe, ni le résultat d'une rivalité entre traducteurs, mais bien au contraire, elle résultait de leur attention aux commentaires grecs de la logique et d'une analyse philosophique du texte soumis à la traduction. Donc, le choix d'un usage spécifique pour exprimer la relation syntaxique entre les concepts dans le corpus logique arabe traduit en particulier le lien qui réalise la relation prédicative entre le sujet et le prédicat dans la proposition. Donc, il est tributaire des options linguistiques, logiques et philosophiques initiales adoptées par les traducteurs. Donc, ce que je voulais dire, que les problèmes rencontrés par les traducteurs syriaques, qui sont syriaques, vous savez que le nombre de traducteurs syriaques est à peu près 71% de l'ensemble des traducteurs. Et donc, les mêmes problèmes linguistiques et logiques auxquels ils ont été confrontés, leur solution avait déjà été donnée dans le contexte syriaque. Et donc, ces choix s'inscrivent dans la continuité des orientations prises par les premiers traducteurs dans le contexte syriaque. Donc, un homme arabe ne disposait d'aucune tradition philosophique avant les premières traductions des œuvres grecques. Une langue philosophique fut progressivement élaborée à partir du 8e siècle et tout au long du 9e, grâce à l'implication des traducteurs chrétiens dont la langue maternelle était le syriaque. Et là, euh, je suis tout à fait contre, absolument contre, l'idée que les traducteurs syriaques n'étaient pas des spécialistes de la traduction. C'était des gens qui savaient très bien, bon, leur langue maternelle était le syriaque, ils connaissaient très bien l'arabe, ils connaissaient très bien le grec, ils connaissaient très bien la logique. Et Henri Hugues Laroche souligne que c'est à travers les traductions grecques, du grec au syriaque, que c'est d'abord constitué le socle philologique des traducteurs vers l'arabe. Il convient de rappeler, à l'exception peut-être des premiers analytiques, l'ensemble des ouvrages constituant l'organon a été traduit à partir des versions syriaques antérieures. Là, je cite Al-Kindi. Al-Kindi, qui était le premier philosophe arabe
et qui ne connaissait pas le grec, ni le syriaque, il connaissait que l'arabe, a constitué un cercle de traducteurs. Parmi les traducteurs, il y avait quelqu'un qui s'appelle, bon, en arabe on dit Ostat, bon, en français on dit Eustache. Alors, Eustache euh, proposait, avait proposé une traduction du Père Érémenias, justement, et dans cette traduction, il, euh, il propose deux formes euh, du verbe être. Donc, Aïssa, Aïs, et Hu. Et c'est de là que vient le mot Huwiya, qui veut dire la quiddité. Alors, euh, et c'est exactement ce Hu syriaque. Parce qu'il n'y a pas de raison pour pour qu'El-Kindi choisisse par lui-même un pronom personnel euh, pour, euh, pour exprimer euh, la copule. Et concernant Aïs, qui avait un sens ontologique, euh, c'est un nouveau mot. Ce n'est pas arabe. Ce n'est pas arabe, malgré ce qu'on dit. Ça ne peut pas être arabe parce que on ne connaît pas. Il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte. Même el Kindi lui-même n'a jamais utilisé le mot ace. Le ace est venu, été proposé par Eustache. OK. Bon, je passe à autre chose. Euh, euh, j'ai mis en lumière déjà, dans une thèse soutenue il y a quelques années, euh, l'effort syriaque pour exprimer les concepts philosophiques et logiques aristotéliciens traduits du grec. Effort qui impliquait la création de néologismes ou la syriacisation de termes grecs, qu'aucun équivalent syriaque n'était disponible. On trouve ça, par exemple, dans le mot ousia, dans le mot génos, et c'est ce qui s'est passé avec l'arabe aussi. C'était les mêmes choix. C'était les mêmes choix euh, qu'avaient fait les traducteurs syriaques. Maintenant, je voudrais m'arrêter un peu sur un point et passer à Al-Farabi. En fait, dans une étude que j'avais faite, ça fait longtemps, j'ai, euh, bon, je ne suis pas philosophe, mais je sais lire la philosophie. Les textes philosophiques, je lis la philosophie et il lui est paru que ce qu'a fait euh, comment ça s'appelle, Farabi. en fait, c'était une théorisation des choix déjà faits par les traducteurs. Par exemple, Hmm. موجود يوجد هو كان إن là c'est le Farabi qui propose qui propose une généalogie du vocabulaire de l'être, d'accord? Et toutes toutes ces formes موجود يوجد هو كان et إن il retient deux. Il retient deux, qui, est, qui sont يوجد et هو.
OK? Alors, dans une étude, la mère estime qu'il n'est pas possible de considérer que la forme arabe mawjoud, li, ou mawjoud, fi, constitue une traduction fidèle de l'une des expressions akoulothayim tini, categoristai katatinos, ou legestai katatinos. Mais comment expliquer la stabilité des formules exprimant la relation prédicative dans deux ou trois variantes de la traduction grecque-arabe, et chez Al-Farabi en particulier, alors qu'Aristote recourt plusieurs expressions sans lien dérivationnel entre elles. La mère propose l'explication suivante. Il semble que, puisque ces formules, d'une part, et l'expression euh, au parquet tini, d'autre part, possèdent le même contenu formel, juste formel, il est devenu acceptable d'employer yujad ou wajada, il a existé, même si cela ne s'est pas fait de manière littérale. Cette opinion paraît très pertinente, surtout si l'on considère que les formules mawjoud li, au fi, mawjoud fi, li, c'est une traduction bon, dans les premiers analytiques de B appartient à A ou B dit de A, ont été utilisées en corrélation avec les expressions grecques suivantes, opakeitini, akoulotein, tini euh, et catégoristai, katatinos. Et aucune de ces expressions grecques n'emploie la copule. Aucune de ces expressions n'emploie la copule. Il s'agit donc, comme l'a remarqué la mère, de la fidélité des traducteurs du texte aristotélicien dans le transfert de la formule prédicative avec copule, puisque la copule, dans la formule grecque des premiers analytiques, n'est utilisée dans aucun cas où la formule arabe mawjoud li fi ou fi ou wujida fi est employée comme expression prédicative. Là, bon, j'ai mis combien de temps, Hamdi? Encore un quart d'heure, 20 minutes. Parfait. Euh, Tu as mis 33 minutes, peut-être. OK. Bon, je ne vais pas beaucoup m'attarder euh, sur Al-Farabi. Par contre, euh, revenons un peu à nos jours. Ali Ben Makhlouf, que tu dois connaître, Oui, Hamdi, oui, oui, tout à fait. Je connais oui, très oui. bien. Alors, s'interroge sur ce qu'il advient lorsqu'un élément logique, tel que la copule reliant le sujet et le prédicat, ne trouve pas en arabe d'équivalent direct. Donc, il suggère dès lors de distinguer entre la forme logique de la proposition et la forme grammaticale. L'absence de la seconde ne signifie pas l'inexistence de la première, mais elle ouvre, selon lui, la voie à une invention logique permettant de mettre en évidence les relations implicites euh, dans, dans la langue. Ainsi, le fait que la langue arabe ne possède pas de copule ne veut pas dire qu'il n'existe pas de lien logique dans la proposition. Ça, ça c'est une réponse un peu à ce qui a été dit depuis la fin du 19e siècle avec Ernest Renan et d'autres, que, que la langue arabe euh, ne fait que juxtaposer les mots et qu'il n'y a pas de lien parce qu'ils n'ont pas, et parce que la langue arabe ne connaît pas euh, le verbe être. Voilà. Et le recours au pronom roi joue ce rôle en s'appuyant sur une validité syntaxique et une pratique rhétorique. Dans la proposition Socrate roi philosophe, il rend explicite ce qui est implicite dans Socrate philosophe. Le pronom assume la fonction de copule puisqu'il fixe le sujet et le met en relief.
la question qui se pose, comment expliquer que le nom roux ait été choisi pour remplir cette fonction? Il convient de rappeler que ce recours au pronom comme copule est apparu d'abord dans le contexte syriaque, comme je l'ai déjà expliqué, lors des traductions gréco-syriaques. Les traducteurs syriaques, qui s'étaient consacrés au texte philosophique et logique d'Aristote, n'ont fait en réalité que stabiliser ces correspondances dans les traductions arabes. Pour comprendre les raisons de ce choix, il faut convoquer Martin Heidegger. Dans Introduction à la métaphysique, Heidegger montre que nous comprenons le verbe être à partir de l'infinitif, qui renvoie à l'existence dans sa multiplicité. C'est la forme du verbe à la troisième personne du singulier au présent qui permet de saisir l'être davantage que tu es, vous êtes ou je suis, bien que toutes ces formes soient également des déclinaisons du même verbe. Cette approche phénoménologique éclaire le recours au pronom pour exprimer l'existence. Les traducteurs syriaques ont choisi hu pour traduire la copule esti, car celle-ci exprime en grec le verbe avec le pronom de la troisième personne du singulier. Or, en syriaque, il n'existait pas de forme traduisant simultanément ces deux dimensions. On s'est donc contenté de who, là où le verbe n'a pas de place dans la phrase nominale, exprimant la proposition logique. Reste la question du temps. Si l'une des fonctions du verbe être est d'exprimer le temps en renvoyant à une existence immédiate, l'expression de ce temps se réalise dans une phrase du type le stylo est bleu. Le pronom lié à l'acte d'énonciation, là c'est moi, hein. Le pronom lié à l'acte d'énonciation inscrit la proposition dans le présent du locuteur, je. Ainsi, d'un point de vue ontologique, who n'exprime pas l'absence, mais la présence. Pardon? Donc, en fixant et en mettant en relief le sujet, le pronom who assume une fonction référentielle. Or, l'une des tâches de la formalisation de l'ontologie est de se débarrasser de tout ce qui est superflu. Là c'est Quine et Russell. Selon le principe d'économie, Quine considère que les pronoms sont les instruments fondamentaux de la référence. Il estime même qu'il aurait été préférable d'appeler les noms des pronoms. Cette idée s'inspire de Russell, qui affirmait la nécessité d'exclure les noms de toute discussion ontologique. Russell a montré qu'on peut transformer les noms en description, bien que l'ontologie puisse, en fin de compte, se passer d'eux. Tout ce que l'on peut dire avec des noms peut être formulé dans une langue qui les évite totalement. Voilà, donc je touche la fin de mon exposé. J'ai essayé euh, tant bien que mal, de, de montrer que le vocabulaire, que le lexique de l'ontologie arabe est issu de la langue syriaque et que le choix a été fait non pas par les logiciens, ni par les philosophes, mais par les traducteurs, qui ont fait un travail immense, non seulement de traduction, mais d'interprétation
des textes logiques traduits. Je vous remercie. Merci beaucoup, Lazari. C'était très clair. Donc, à un moment, bon, on a besoin de quelques un peu éclaircissements, quelques, je crois que ça viendra avec la discussion. Bon, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, tout à l'heure, là, au début de ta conférence, Lazari, tu as parlé d'Obank et de Quine. Est-ce que c'est Obank qui utilise Quine ou c'est toi? Non, non, c'est Obank. C'est Aubin qui utilise Ah oui, Quine. oui, ah oui, oui, D'accord, oui. très Ah bien. oui. Ah Voilà, oui. c'est Bon, moi-même, je c'est l'ai bien. utilisé, hein. Oui, oui. Je sais que tu travailles, c'est-à-dire tu t'intéresses à Quine, tu es très plongé enfin dans sa philosophie, sa logique, etc. Et c'est très bien de voir d'associer à la fois Aubin, parce que c'est un excellent, c'est quelqu'un c'est un Heideggerien. Ah, degré, tout à fait, tout Mais à à la fait. fois, comment on peut associer Heidegger et Quine, c'est un défi pour moi. C'est pas une Oui. impossibilité logique, mais c'est un grand défi que tu as réussi à faire ce soir. Alors, s'il y a des questions, mais par rapport, c'est-à-dire notre, on peut dire, compréhension des questions ontologiques sont de bout en bout impactées par la langue, par les structures des langues. Et historiquement, Nécessairement, ça a oui. été chronologiquement, la nôtre, ça a été impacté par la structure linguistique syriaque, de la langue syriaque. Mhm. Donc, c'est à peu près la thèse. Et comment cet impact-là, peut le positiver, hein, on peut le prendre comme négatif, je ne sais pas, on peut le positiver comme quelque chose qui était une bonne médiation entre à la fois l'approche grecque aristotélicienne et puis tout ce qui a été fait plus après. Est-ce que comment cet impact s'est manifesté dans la pensée elle-même, c'est-à-dire dans le déploiement de la pensée philosophique? Est-ce qu'il a eu un impact? Est-ce qu'il a entravé certains, enfin, fonctionnement de certaines articulations de certains concept, est-ce qu'il a dérivé ou fait dériver ou désorienter certaines démarches de pensée, certaines perspectives de pensée, ou comment, plus tard, dans le déroulement même, à travers l'histoire de la philosophie arabe, le hasard, heureux, malheureux, je ne sais pas, a impacté un peu les choses plus tard. Alors, C'est pas- euh, le travail des Syriaques, des traducteurs syriaques, a fait que le texte aristotélicien lui-même, dans sa version syriaque, est devenu plus ou moins autonome parce qu'il permettait une interprétation tout à fait différente par rapport aux choix linguistiques qui ont été faits par les traducteurs syriaques. Donc, donc on pouvait interpréter le texte traduit d'une manière tout à fait différente par rapport au texte latin. Je te donne, Hamdi, un exemple. Dans la traduction de certains termes, Mm. par exemple, le prédicat. Alors, le prédicat a été traduit, bon, sujet et prédicat ont été traduits initialement par Ibn Muqaffa déjà dans son traité. Euh, c'est un traité, j'ai ma petite, bon, j'ai exposé ma théorie à Hugues Naroche, qui était très enthousiaste par rapport à ce que je lui ai proposé, que le texte, le texte euh, le texte traduit par Ibn Muqaffa n'est autre que le texte écrit par Probus, qui a été traduit vers le Pahlavi. Ensuite, ce même texte a été traduit vers l'arabe par Ibn Mm. Muqaffa. Bon. Donc, notons que les termes de Mawdu' et Mahmoud, par exemple, ce sont les choix de Ibn Muqaffa. Et puis, notons aussi que un peu plus tard,
après, à peu près vers, bon, disons vers 800, 810, 820, d'autres termes ont été proposés pour Mahmoud. Mm. Donc, on a Nat, Naht. on ne sait pas. Et ça ne veut pas dire que ils étaient indécis, mais c'était des propositions, mais que plus tard, on a retenu, on est revenu, même s'ils ne savaient pas, même si par exemple, Metta ibn Younes ou alors ou Houdain ou le Farabi ne savaient Mm. pas ne disposaient pas du texte traduit de Ibn Muqatta. Mais Ouais. les termes Mawdou' et Mahmoud ont été repris par tous les logiciens qui sont venus plus tard. Et puis on retrouve plein de termes dans ce sens, Mm. comme le qawl al-jazim, Mm. euh, l'idée de sour, l'aswar, Mm. hein, Mm. oui, tswir. Mm. Donc, taswir, ça vient c'est une traduction de trauma syriaque, et qui n'avait rien à voir avec l'idée De d'Aristote. de Ça voulait dire quantification. autre chose. De quantification. Voilà. Oui. Mais très bien, mais on est tous d'accord hein, que je vais donner la parole à Ahmed Mahnan, qui a aussi Bonsoir, Cheikh bonsoir. Hamdi, merci beaucoup. Merci, docteur Rihani, pour cette conférence. C'est un sujet très subtil. Je n'en suis pas spécialiste, mais je suis un tout petit peu linguiste et je trouve que ça touche le système de la langue, ça touche la linguistique quelque part. Et je voudrais euh, tirer l'attention sur une caractéristique de la langue arabe comme langue sémitique. Je ne connais pas les autres langues sémitiques, mais de toute façon, la langue arabe ne dispose pas du mode infinitif. Oui. Donc, ça touche un tout petit peu à la problématique du vocabulaire de lettres. Toutefois, je voudrais aussi également attirer l'attention sur le fait que l'expression de l'être en langue française, par exemple, se fait de façon active. Il existe, il est, alors qu'en langue arabe, yujadu, c'est le présent de wujida et non pas de wajada. Mm. Et donc, en langue arabe et dans cette culture sémitique, disons de façon générale, l'être subit l'acte d'exister, et non pas comme nous montre du moins, d'après les apparences, une langue indo-européenne. Il est, il existe, he is, ainsi de suite. Maintenant, concernant le problème de la troisième personne du singulier, il, et ça s'avère avoir un aspect ou même une essence de nature cognitive et non pas uniquement linguistique ou même logique. Parce que nous avons ce phénomène de l'impersonnel en langue française, il pleut, il est 3 heures de l'après-midi, euh, Le pronom comme en langue impersonnel. arabe, Impersonnel. Mm. pardon? C'est le Non, pronom impersonnel. Ahmed, oui. Oui, Ahmed, l'impersonnel, vas-y. oui, l'impersonnel. Oui, Hamdi. Vas-y jusqu'au bout, après il va réagir, parce que sinon ça va. Après, Lazari va réagir, hein. Ah oui, Allez, Hamdi. Bon, voilà. une suggestion maintenant, Ouais. c'est à titre intuitif et c'est pas prouvé. Je trouve personnellement Mm. que, quelle que soit la façon, la modalité d'exprimer l'être, l'idée de l'existence, je crois que ça revient dans toutes les langues à l'idée de la démonstration, au démonstratif. Parce que les pronoms qu'on connaît tous dans la conjugaison, tout type de pronoms, ça a un aspect, ils ont tous un aspect démonstratif, que ce soit matériel, sensoriel, ou bien cognitif, par exemple, en trouvant
une certaine coïncidence dans quelques langues. Huwa, Qul huwa Allahu ahad. Ça ne veut pas dire lui, ça ne réfère à rien du tout dans l'expérience. Mais dites que la réalité est que, ainsi de suite. Donc, on appelle ça dans l'Irshal. Ça coïncide en anglais, par exemple, that, qui est à la fois relative et démonstrative. Et je crois que ce problème exige le concours de plusieurs mains, linguistes, logiciens, traducteurs, comme M. Rihani l'a signalé dans sa conférence, pour repenser ce problème de l'existence. Et merci beaucoup, Mohamed Si Hamdi. Je n'avais pas de questions vraiment, mais c'est des interactions. Très bien, merci. Merci, Saïmat, c'est vraiment intéressant. De rien. Alors, Je réagis, oui, oui, Hamdi? bien sûr, bien sûr. Oui, alors, bon, Heidegger, dans un livre, Cheminement vers la parole, un truc comme ça, j'oublie le titre, euh, se demande, bah, là il parle à un Japonais, est-ce que ça poserait problème si les Japonais n'ont pas un appareil conceptuel avec lequel ils peuvent euh, euh, faire la critique de l'art. Et il répond non. Euh, 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 cette question m'avait interpellé lorsque j'ai commencé à étudier la question de l'être, l'expression de l'être en arabe, et je me suis posé la question, pourquoi on devrait avoir le verbe être en arabe? Est-ce que l'inexistence du verbe être posait problème? Est-ce qu'on va arrêter de parler? On n'a pas de verbe Ou de être, est-ce qu'on penser. va arrêter de parler? Est-ce qu'on va arrêter de penser? Est-ce qu'on n'a pas une ontologie propre à notre langue, selon ses mécanismes, sa structure? Et la réponse, j'ai trouvé à la fois chez Heidegger, mais aussi chez Quine. Et tu sais, Hamdi, euh, Quine pose très bien la question, c'est que non seulement euh, une ontologie, on peut avoir euh, autant d'ontologies que de langues, mais qu'on peut avoir plusieurs ontologies dans une même langue. Et ça m'a ouvert les yeux sur la nécessité de découvrir comment que la langue arabe exprime l'ontologie. Et l'une des formes de l'ontologie, selon moi, de la langue arabe, comment qu'elle exprime l'être, c'est juste la prédication, ni plus ni moins. Pourquoi chercher? Pourquoi chercher plus loin? Pourquoi chercher le verbe être? Il y en a même qui pensent que le al-tarif, l'article de définition arabe, n'est autre que la copule. Oui, parce que quand on dit, oui, parce qu'ils font recours, font recours à la traduction dans une autre langue. Le fait de dire al-abyad, quand on traduit ça en français, par exemple, on a ce qui est blanc. Ce qui est blanc. L'abiado, D'accord. C'est une piste. voilà. Et, bon, ça c'est un peu tiré par les cheveux. C'est une piste, oui. Mais quand tu dis on a la prédication, pourquoi alors on aurait besoin de l'être ou de l'existence, c'est ça? Non, 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 c'est-à-dire que la prédication exprime l'être déjà. Déjà, tout à fait, voilà. Oui, exprime l'être. C'est quelque chose aussi qui était nouveau à l'époque de Platon. Dans le dialogue Oui, oui, Parménide et oui, sophiste, oui, tout un débat, parce exactement. Dans le sophiste, on il y pouvait a, pas, voilà. oui, exactement. C'est-à-dire qu'il y a, dans le sophistes, il y a le nom, il y a le verbe, et puis il y a les autres particules. Il ne fait pas appel au verbe être. Oui. Il ne fait Mais pas parce appel que au verbe. justement, la prédication permet aussi de dire le non-être.
C'est celle Oui, qui oui, t'est rejetée et refusée. Donc la vindication permet, bien sûr, de dire, d'exprimer l'être. En plus, chez Aristote, il est connu. Je ne sais pas comment. Moi, je suis très curieux ce soir de connaître un peu comment tu vas associer Heidegger et Quine. Parce que je me rappelle d'un livre de Dan Jacket, certainement tu le connais, il s'intitule Ontologie. Il dit il faut oui, choisir. Il faut choisir soit Heidegger sur des questions ontologiques ou Quine, parce que les deux. Mais bon, c'est intéressant. En plus, c'est très connu l'idée de l'équivocité de l'être. C'est pas, l'être n'est pas un genre. Et d'ailleurs, même Avicenne, tout le monde exact. le dit, Oui, c'est oui, pas un genre. On peut pas dire d'une seule façon ou en un seul sens. Là, exactement. les catégories, c'est-à-dire les catégories qui deviennent justement comme le premier traité de l'organon avant les analytiques, etc. Donc, l'être se dit au moins de 10 manières différentes. De Et manière différente, tout à fait. Oui, différentes, mais vraiment toutes des manières, enfin des accidents par rapport à la substance, la substance quand même, qui a un mode d'existence tout à fait différent des accidents, des propriétés, de ce qui peut être attribué à ce support initial qui reste physique quand même, qui reste un peu, pour c'est la Aristote, substance. C'est la c'est le substance. sens. Parce que Oui, le modèle pour Aristote, c'était pas la logique ni les mathématiques, c'était surtout le modèle, un modèle biophysique. C'était la biologie, c'était ce qui existe, ce qui est dans la nature, et ce qui est bien sûr. Et, et donc, c'est cette idée de l'équivocité de l'être qui était très, d'ailleurs, Aubin, c'était le point de départ de tout son travail sur le problème de l'être chez Aristote, comment tout à fait à la fois se fait piéger lui-même Aristote en cherchant un petit peu à développer une science qui rend compte de cette équivocité, qui tombe finalement dans une sorte de théologie astrale à la fin. C'est tout un projet qui part bien, mais qui finit mal. qui se finit mal. Donc, c'est finalement, enfin, il y a mais c'est cette idée aussi qu'on va trouver quoi tout à fait opposée, parce que l'être se dit d'une seule façon, ouais. C'est-à-dire de l'équivocité de l'être, des catégories, etc., à l'univocité de l'être, et tu connais très bien l'article là, de ce qui existe, quoi, on me dit qu'est-ce qui existe, ah ben, la réponse est toute bête, la réponse est toute bête, c'est tout. C'est tout, Tout existe, exactement. C'est tout, tout existe, et tout à donc fait, tout à fait. c'est un peu le fondement de ce qui est considéré comme une nouvelle approche de Tout à l'ontologie, fait. des questions ontologiques. L'existence devient pourquoi une méta-question, c'est-à-dire une méta-question. C'est pas on n'aborde pas, on peut pas aborder, on peut pas dire ce qui existe, on ne peut pas faire une classification des êtres ou des existants comme l'a fait peut-être Aristote, puisque Mm. l'être se dit d'une seule façon, de la même façon partout, et se dit de tout, donc il va procéder autrement. C'est-à-dire l'existence pour lui, c'est pas une question, c'est une méta-question. Il ne faut pas le mettre, je pense, sur le même plan qu'Aristote ou que Heidegger ou que Russell, parce que Russell, c'est reste quand même quelqu'un qui va aborder les questions d'existence toujours avec un empirisme qui est assez poussé chez lui, qui a été largement critiqué, même Oui. par Quine. Mais je reviens un peu à Aristote et aux Arabes. Est-ce que, est-ce qu'ils ont, les Arabes, quand ils posent de problèmes ontologiques, est-ce qu'ils sont par rapport à Aristote, par rapport à la position d'Aristote, les catégories, tout ça, comment ça se passe? Est-ce que El Farabi, peut-être, tout le travail qu'il a fait, qu'il a accompli dans Kitab al-Huruf ou d'autres, est-ce qu'il a un peu, il s'est fourvoyé, il a été beaucoup plus impacté par les traducteurs syriaques que par une compréhension, on peut dire, objective du sens et de la signification un peu du projet aristotélicien, surtout qu'on sait très bien que le prof de Farabi, c'était Abou Meshar Metta, qui n'était pas un Syriaque, qui était un grec et qui connaissait très bien, Oui. qui connaît très bien le grec ancien et l'arabe. Et l'autre point, c'est qu'il a été critiqué selon Tawhid, vous connaissez très bien Ahmed,
صروف المقابسات ou bien dans la إمتاع 8e إمتاع nuit المؤانسة Inter والمؤانسة où il a إمتاع été المؤانسة critiqué tout à par fait, Serafi. oui, par Seyrafi, c'est-à-dire on peut finalement se passer de, la, de l'héritage grec, que ce soit logique, philosophique, etc., parce qu'il reste impacté par les limites et la structure des langues, quelles que soient grec ou syriaque. Et nous, les Arabes, on est capable un petit peu d'aborder ces questions-là par la langue arabe qui est tout à fait, qui est tout à fait bien structurée, assez puissante, assez riche, Super. assez bien faite, hyper structurée et toute la polémique qui existe aujourd'hui, hein, aujourd'hui entre ce qu'on appelle les grammariens et les logiciens. Oui, oui. Voilà, Sauf que juste là, oui. je rebondis sur ton idée. C'est-à-dire l'héritage de la guerre est tout à fait remarquable dans la mesure où euh, euh, il fait la différence entre étant, entre l'être et l'étant. Et que ça, bon, le projet ontologique de Heidegger, bon, on peut le prendre, bon, ça peut être Mhm. quelque Oui, chose tu as raison. oui, C'est la clé de voûte de tout le projet heideggerien, la différence exactement. ontologique. Parce qu'on a On- toujours, et c'est ça d'ailleurs la métaphysique, on fixe le sens de l'être dans un étant, et puis on le prend par Dieu, voilà, la substance, jusqu'à exact, Nietzsche, la volonté des exact. puissances, et La relation puis de puissance, on, exact. on se fourvoie complètement par rapport à la question de Et, l'être, qu'il faut la poser vraiment autrement. et puis, je rajoute un point par rapport à la célèbre discussion entre Matta Ibn Boulas et Sirafi. Et j'avais publié une étude. Je te l'enverrai, D'accord. Hamdi. Très intéressé par ça. Oui, 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 oui. D'ailleurs, moi j'ai fait une thèse sur, bon, ça va être, bon, pas une thèse de magistère, sur la relation entre logique et grammaire dans la tradition arabe. Et bon, alors, selon moi, donc bon, historiquement, cette controverse n'existe pas. C'est un texte qui a été écrit par Tawhidi, ni plus ni moins. La preuve on est que parmi les noms, j'ai plein de preuves. C'est-à-dire, je D'accord. t'enverrai l'article. Mais C'est intéressant. l'une des preuves, c'est que les gens que Tawhidi énumère, euh, euh, qui étaient Ouais. présents, X, Y, Z, bon, 12 personnes, il me semble. Personne n'a rapporté la fameuse discussion, le Monadara. Munadara. Mais seulement Tawhidi. Mais seulement Tawhidi. Qu'il C'est-à-dire, a écrite, qu'il a écrite 53 ans après. Qu'il a écrite 53 ans après. Et ses sources étaient qui? Étaient Sérafi et Romani, d'après ce qu'il disait. Et tous les deux, on trouve aucune trace de cette controverse dans tout ce qu'ils ont écrit. Donc là, ça pose, oui, ça, pose ça- oui. ça pose un problème. Ah oui, Ça pose un absolument. problème. C'est pas sur cette question-là, mais sur d'autres faits que Tawhid il nous a relaté, ou enfin a relaté, c'est-à-dire par rapport aux frères de la pureté, par rapport à d'autres choses. Donc, Oui, oui, Tawhid, ça oui. devient une source Oui. tout à fait douteuse. Controversé, hein, controversé. Oui. Ahmed, qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu connais très bien Tawhid, je pense. Oui, je suis tout à fait avec M. Rihani parce que si à la fin de cette conversation, un grammairien ou un savant de la grammaire prend le dessus sur un logicien, je trouve d'abord bizarre que le rapport ait ce sens conflictif entre grammaire et logique, non? Et je crois que c'est de type purement idéologique Hmm. et que je sens un tout petit peu le sens nationaliste peut-être qu'on appelle
ou même ce Oh, problème d'accord. de... Ouais, D'accord. toujours, il y a un Je arrière-plan vois ça naturel. parce que les exemples posés sont majoritairement de type structurel et grammatical dans cette Oui, oui. conversation. Il n'y a Hmm. pas une volée logique vraiment lourde et très claire. Donc, et puis cet intervalle de temps qu'a Ouais. signalé si l'Azhari, de toutes les façons, ça reste problématique, du moins pour moi. Ça reste, Ouais. Et c'est une théâtralisation, alors, hein, c'est une mise en scène, voilà, hein, ouais, parce que c'est voilà. quelqu'un Exactement. qui a Ne beaucoup poussez-moi. d'imagination. Poussez-moi. Oui. Mais Poussez-moi. Et quand on Mais rentre, Hamdi, il y a vraiment Hamdi, il y a un débat, c'est-à-dire il y a des arguments, on a vraiment, il y a tout des détails qui sont pointus, et une description enfin détaillée, pointue, sur ce qui s'est passé réellement dans la cour il y a des arguments, le fait de répondre et de contre-attaquer, de donner des contre-arguments, tout ça, Exactement. pour C'est ça. justement, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait monté, justement pour battre un petit peu, mettre en ridicule hein, le logicien par Oui, rapport oui. à Meta. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'était orchestré pour que Meta paye le prix. et puis, il y a tout un travail de démystification à faire. C'est-à-dire, on dit que Farabi a écrit le Huruf pour se venger de son maître. Hmm. Bon. Oui, je sais pas. Je sais pas. Mohsen Mahdi a une très belle étude sur Farabi, écrite en anglais, bien sûr. Et je trouve que l'héritage d'Al-Farabi est à relire, est à vraiment relire. Parce que, par exemple, je vous donne je ne dirais pas un scoop, non, mais c'est juste, je travaille sur un projet, bon, à mon rythme. La fameuse distinction entre religion et entre sharia ou le hikmah de Sagesse. Ah, Averroès, d'accord. Fasl Averroès, al-maqal. Fasl al-maqal, Fasl ben. al-Maqal, oui, Fasl al-Maqal, et ben ça c'est le Farabi, hein. Ça c'est le Farabi. Ah, c'est ça coupe, ça. Alors, c'est pas le C'est Farabi qui vrai. l'a écrit. C'est Ah, pas le Farabi d'accord. qui l'a Ah, oui, écrit. oui. Non, 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 c'est pas ça. Ah, ah oui. Mais euh, 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 L'idée, le projet, enfin, le projet, tout à fait. tout le projet, c'est le projet d'Al-Farabi qui l'a explicité, qui l'a Mhm. explicité. Sinon, pourquoi Al-Farabi, par exemple, écrit dans l'un de ses livres, il me semble, Tanbih ala sabil saada, en fin d'un chapitre, en parlant de la logique et de la grammaire, donc c'est c'est l'un des philosophes qui a demandé aux grammairiens de ne pas mêler la logique à la grammaire, parce que ça représente deux niveaux de la connaissance. La connaissance démonstrative, qui est celle de la philosophie, et puis, comme le terme qu'il utilise, الصناعات الخطابية. Mhm. مستوى آخر, c'est un autre Tout à niveau. fait. Mhm. Voilà. Utiliser ce niveau, dans ce niveau, mêler ce niveau à ce niveau, ne serait pas productif. Et, Mhm, et, absolument. Et oui, ça, c'est et le classique niveau, en logique arabe, c'est-à-dire ce que nous appelons Mawed al-Qiyas. Mawed oui, al-Qiyas, ils sont à peu près cinq, je crois, et qui sont définis ou élaborés à partir des prémices. C'est-à-dire, quelles sont les prémices? Est-ce que ce sont des propositions un peu perceptibles, de perception, etc. Donc, on mm, classifie la matière des syllogismes en fonction de la nature des prémices. Est-ce qu'elles se reposent sur des axiomes, sur des choses qui relèvent un petit peu du sens commun, etc., etc. Donc, on a cinq, de la démonstration algorithmique jusqu'à en arrive à la sophistique, au exact. syllogisme sophistique ou fallacieux, etc. Ça fait partie de la structure un peu presque interne à tout traité de logique dans les traditions arabes, etc. Exact, Mais exact. il le fait, Farabi, pour des raisons scientifiques. C'est-à-dire, il distingue.
le travail du grammairien, du linguiste, comme toi, du travail du philosophe et du logicien, parce qu'ils Oui. n'ont pas le même Et nous- objectif, c'est-à-dire exactement. Oui, exactement. les mêmes objectifs. C'est-à-dire, le but du linguiste, c'est un petit peu des choses qui se relèvent de la langue, de la syntaxe, des règles Ils qui n'ont pas gèrent le un même peu tout objet. ça. Ils Mais n'ont le pas le même but, objet. mais le but du Ils logicien, n'ont pas c'est le même objet. d'aller vers autre chose, c'est-à-dire vers les règles universelles et les lois universelles de la pensée. Voilà. Et c'est dans ce sens que Al-Farabi euh, maintient, maintient l'utilisation de la copule. Parce que la copule, elle devient garante de la démonstration. Euh, oui. Elle devient garante de la C'est démonstration. oui, vraiment un grand débat, c'est un grand projet. Il faut vraiment pas que on organise peut-être un colloque là-dessus. Ah oui, oui. Et puis, ou un Ah, je suis colloque partant. pour Ah, je suis partant. présenter un peu comment lire ou relire un peu, relire le Farabi, tout ce qui a été fait. Mais je suis d'accord sur le plan que Averroès, il essaye un peu de se démarquer d'Avicenne, d'Al-Farabi, mais il n'arrive pas tout à fait. Et Oui, oui, ce qui nous dit ça, c'est Maïmonide. Maïmonide, qui va mettre un petit peu, alors on dit toujours Maïmonide, il a été influencé par Averroès. C'est pas du tout vrai. mm, J'ai travaillé un peu à papier là-dessus. Maïmonide, son modèle, c'était Al-Farabi, et c'était Al-Farabi notamment. Et c'était pas du tout Averroès, surtout mm, dans la façon avec laquelle ils vont organiser les relations entre philosophie, rationalité, kalam. Parce que Averroès, il a un rapport tout à fait péjoratif et négatif par rapport au discours dialectique ou rhétorique, comme tu viens de dire, Khattabi, oui, et que oui. c'est pas le cas de Al-Farabi. C'est-à-dire, Farabi, non. Al-Farabi, il lit ça à des sinarats, c'est-à-dire on peut dire à des arts ou à Mm, des pratiques qui ont un ancrage social. Et exactement. déjà, il y a des textes qui sont très connus sur lesquels j'ai travaillé avec des étudiants, dans lesquels Farabi montre que la pensée se développe, elle a des degrés, certes, mais elle se développe toujours dans le champ social et de le champ actionnel Tout à fait. plutôt que théorique, plus que théorique. Lazari, je crois s'il n'y a pas d'autres questions, Mohamed, si tu veux intervenir, s'il n'y a pas d'autres questions, sinon, je te remercie encore, Lazari, Tout le plaisir est pour moi. pour cette conférence très, très intéressante. Et je pense que l'un des axes de la revue Al-Mukhatabat, c'est à la fois de revenir sur tout l'héritage arabo-islamique, philosophique, scientifique, essayer un petit peu de valoriser certains aspects ou de démystifier J'enverrai un de- article dans ce sens. avec plaisir et de revoir un peu certaines choses, surtout dans cette interaction qui est très typique de la culture arabe islamique, l'interaction entre plusieurs disciplines, grammaire, logique, fiqh, jurisprudence islamique, kalam, et surtout, on revient toujours au passé pour valoriser des choses qui sont du présent, qui sont, Mm. qui sont du présent, comme l'a fait Jelly, est en train de faire J'ai Algérie, Hamou oui. Bakali, est en train de faire Taha Ahmed, et comme il a fait aussi Ali Ben Maklouf, c'est toujours, on n'arrive pas à sortir des modèles un peu de pensée, des paradigmes de pensée d'aujourd'hui, contemporains, pour un petit peu revenir au passé. Et c'est très difficile, bien sûr, de regarder un peu le passé en soi, parce que nous, on ne peut pas revenir au passé, c'est pas le but, c'est de revenir dans le passé, mais au contraire, de développer tout en continuité avec ce qui s'est passé et quelque chose qui ouvre vers l'avenir, qui est programmatique, qui dessine un programme pour l'avenir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été éclairées dans notre passé. Je parle tout Oui, à travail sur les manuscrits et surtout les traités de logique. Nous avons un grand manque là-dessus et beaucoup de choses qui n'ont pas encore été travaillées. C'est Khaled Rouayeb qui le dit, qui ne oui. cesse de le dire ça. Et je crois que nous avons beaucoup comment dirais-je, de pain sur la planche. On a beaucoup Et, de choses et, à faire. et,
et je crois que l'une des missions qu'on qu'on doit assumer, c'est euh, de revoir les manuscrits de la logique, euh, parce que le travail qui a été fait par excusez-moi, par Abdelrahman Badawi Mhm. est immense, mais quand on, euh, Le quand on regard de étudie, près. quand on regarde de près les manuscrits, je pense qu'il y a une autre logique qui pouvait s'écrire. Ben, ce sera le mot de la fin. Voilà. Merci, merci Lazali, Merci à Rehani, toi, merci, Hamdi. merci à tous les participants, Jinan, bien sûr, Ahmed et Mohamed, et puis était avec nous, Imen, elle s'est déconnectée. Merci à vous toutes et tous, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle rencontre, euh, des rencontres d'Al Mukhatabat. Et bien sûr, vous trouverez l'enregistrement de cette rencontre sur la chaîne YouTube des rencontres d'Al Mukhatabat. Donc, Parfait. à très bientôt. À très Et bientôt. Merci beaucoup, Hamdi. de rien. À très bientôt. Au Bonne revoir. soirée, Hamdi. Bonne soirée ici, Rihani. Bonne soirée.